Alors, sur cette manière de faire passer des idées, voire de manipuler, si vous voulez, sans avoir l'air de le faire de manière tout à fait innocente, et toujours à propos des questions de est-ce que c'est une entreprise publique ou une entreprise privée, vous avez un exemple historique, Mathilde. Oui, en fait, mercredi 4 avril dernier, Thomas Legrand a fait une chronique qui s'appelle Les Bobinos et dans laquelle il a mobilisé l'histoire, ce qui fait que moi, je vais mobiliser l'histoire en face. Il revenait rapidement sur le moment de la création de la SNCF, 37-38, sur ce qu'il appelle, je mets des guillemets, la nationalisation. Je l'expliquerai plus tard pourquoi je mets des guillemets. Et alors sa chronique, elle était intitulée « Le monde à l'envers ». Parce qu'en fait, ce qu'il a essayé de montrer dans cette chronique, c'est que les cheminots, vraiment, ils sont vraiment terribles, parce qu'en 1937, ils étaient contre la nationalisation. Donc on écoute le début. Ce matin, je vous fais écouter Anatole de Monzi, vous le connaissez bien sûr, c'est le ministre des Transports et des Travaux Publics en 1938. Vous rêviez de l'entendre. Eh bien, le rail français vient d'être nationalisé, la SNCF vient d'être créée à la suite d'une série de faillites d'entreprises ferroviaires privées. Et à l'époque, il y avait une menace de grève des cheminots parce que cette nationalisation avait aussi pour but d'apurer les comptes d'une activité déficitaire. Donc, les cheminots qui avaient un statut assez avantageux craignaient la nationalisation. C'est le monde à l'envers. Voilà, et puis, bon, alors après, il fait passer l'extrait du ministre, je vous le passe, mais ensuite, il veut montrer que les cheminots, à cette époque, s'inquiétaient, sous-entendu déjà, encore, toujours, de leurs propres privilèges, évidemment. Il évoque la tarte à la crème qu'on a d'ailleurs évoquée juste avant, des billets gratuits, c'est toujours ça. Donc, écoutez en quels termes il en parle. Il en est néanmoins qui se plaignent d'être considérés comme une catégorie de parias soumise à des sacrifices spéciaux et supplémentaires. Alors, dans beaucoup d'anciennes compagnies privées, le cheminot et sa famille voyageaient gratuitement. Le ministre lui garantit qu'il en sera presque de même au sein de la SNCF. Je lui accorde la carte de circulation nationale, l'autorisant à voyager gratuitement sur toutes les lignes. La femme et les enfants mineurs du cheminot auront 75% sur l'ensemble des réseaux au lieu de 50%. Le père et la mère du cheminot auront des demi-tarifs, mais pas le gendre, pas le neveu, pas le beau-père. La famille du cheminot est respectée, mais limitée. Oh oui, quand même. Il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, il ne faut pas exagérer non plus. Ça glousse sur le plateau. En gros, les cheminots sont des privilégiés agités qui protestent contre tout et son contraire, même la nationalisation. Donc, d'où mon envie d'y voir plus clair. Alors, on va faire un petit saut en arrière, 100 ans avant la création de la SNCF. On est en 1937 et si j'en parle, c'est parce que c'est un coup médiatique et qu'on est arrêté sur image. La première ligne de transport ferroviaire est ouverte pour les voyageurs. Elle relie Paris à la commune du Pec, qui est à 18 km de Paris, à côté de Saint-Germain-en-Laye, où la grande bourgeoisie parisienne aime bien faire sa partie de campagne. Alors, ce n'est pas la toute première ligne. Il y avait déjà eu des lignes de chemin de fer, des micro-tronçons, mais pour transporter du charbon essentiellement. Mais là, c'est des voyageurs, les journaux en parlent. En plus, elle est inaugurée une grande pompe par la reine Marie-Amélie. 18 000 voyageurs l'empruntent le premier jour. Voilà, c'est le coup médiatique. Adolphe Thiers, ministre alors, un peu borné, dit « ça n'a aucun avenir, on ne fera transporter jamais le moindre voyageur ni des matières premières en train ». Bon, loupé, puisque quelques années plus tard, le chemin de fer se développe. Et il va se développer en fait sur le mode de la concession. La première est signée en 1842, ce qui est plus ou moins ce qu'on appellerait maintenant un partenariat public-privé. C'est-à-dire qu'en gros, l'État concède à des compagnies privées des concessions pour construire les lignes. L'État va financer les coûteux travaux de préparation du terrain, des ouvrages d'art, et il se porte aussi garant de tous les emprunts faits par les compagnies privées, qui, elles, ensuite posent les rails et sont ensuite maîtres de l'exploitation et récupèrent les bénéfices. Alors c'est l'aubaine pour les compagnies qui s'engagent donc massivement dans l'aventure, ainsi par exemple de la banque Rothschild qui obtient la concession de la ligne Paris-Lille et crée la Compagnie du Nord, dont on voit là le développement au milieu du siècle. Pour l'inauguration de la gare de Lille, par exemple, James de Rothschild commande même à Berlioz une cantate spéciale, le chant des chemins de fer, c'était pour la BO de l'émission. Alors, d'autres compagnies vont s'emparer d'autres bouts de réseau qui voient le jour timidement d'abord et ensuite maillant le territoire. Ainsi, par exemple, de la compagnie Paris-Lyon Méditerranée, de la compagnie Paris-Orléans, de la compagnie de l'Est, de la compagnie du Midi, pour citer les plus grandes. Chacune, d'ailleurs, à Paris construit sa gare, ce qui explique qu'à Paris, on ait des gares si différentes. Gares qui gardent la trace, d'ailleurs, de ces marques. On voit, par exemple, sur l'ancienne gare d'Orsay, actuel musée Paris-Orléans, mais aussi, si vous allez à la gare de Lyon, vous verrez les blasons des trois villes Paris-Lyon-Marseille, où elles sont représentées sur une fresque de goût moyen à l'intérieur d'une des galeries. Bon, puis ils font toutes ces affiches qui font le bonheur des collectionneurs.
Pendant ce temps-là, l'État continue à garantir les intérêts, donc résultat, les compagnies s'endettent et de temps en temps, l'État prend en charge les lignes les plus déficitaires, créant par exemple la compagnie des chemins de fer de l'État à l'ouest, où là, ça ne marchait pas très bien. Bon. 1879, le fameux plan Freycinet fait que l'État impose des tracés dans un souci d'aménagement du territoire et de désenclavement, disons le mot, service public. Donc ce mode de développement a de fait assuré une très belle couverture ferroviaire au pays. Le train s'est révélé un merveilleux outil de développement. Il a assuré par ailleurs des bénéfices considérables aux barons du rail. Quand on y regarde de plus près, c'est cependant un peu moins reluisant. Les compagnies s'étaient engagées dans la signature des concessions à assurer l'entretien des voies et du matériel roulant. Mais évidemment, pour tirer un maximum de profit, elles font de l'économie là-dessus et le tout petit à petit se dégrade. Surtout, le réseau secondaire, peu rentable, est négligé par les compagnies en dépit des engagements qu'elles avaient pris avec l'État. Qui plus est, ces compagnies s'endettent, ce d'autant que, je l'ai dit, l'État couvrait leurs emprunts. Et la dette des grandes compagnies, par exemple, double entre 1882 et 1907, dépassant le milliard de francs. Alors, il y a un point positif, si l'on peut dire, c'est le statut des cheminots. Parce qu'être cheminot, c'est un métier très difficile, c'est un métier très dangereux et pourtant très qualifié. Or, au XIXe siècle, les compagnies ont beaucoup de mal à stabiliser la main-d'œuvre. Elles ne peuvent pas se permettre le turnover parce que ça coûterait beaucoup trop cher de reformer à chaque fois des nouveaux cheminots. Donc, elles ont intérêt à donner des avantages à leurs salariés pour les fixer, créant donc des dynasties cheminotes dans lesquelles les pères forment les fils. D'où une pratique, ce qu'on appelle le paternalisme, classique du patronat au XIXe siècle, avec ses cités cheminotes, gratuité des soins, billets gratuits, pension pour les veuves parce que beaucoup de cheminots mouraient à qui on donne des emplois réservés de garde-barrière, retraite à 55 ans. Alors, on va nuancer un peu, l'espérance de vie d'un cheminot à cette époque, c'est 60 ans. Donc, la retraite à 55 ans, ça lui permettait 5 ans de repos, pas beaucoup plus. Bon, donc des avantages, mais à côté de ça, un contrôle terrible de la main-d'œuvre cheminote. Les ouvriers syndiqués cheminots sont tous fichés. Il y a des listes noires qui circulent entre les compagnies. Les grévistes sont révoqués et quand ils sont révoqués, ils perdent tous leur maison, leurs droits, etc. Quand éclate la guerre de 14-18, les réseaux ferrés sont en mauvais état, mais les cheminots vont assurer quand même la mobilisation. Au lendemain de la guerre se pose une vraie question, parce qu'il y a eu beaucoup de destruction à cause de la guerre et les compagnies sont encore plus endettées. Que faire? Eh bien, les syndicats de cheminots ont une solution. Et cette solution, c'est la nationalisation. Cette idée, ça fait longtemps qu'elle existe à gauche. Elle avait été proposée par des députés radicaux en 1848. Marx, d'ailleurs, la propose aussi. Jaurès, dans l'UMA, en 1911, soutenait la nationalisation, disait qu'il y avait un intérêt vital à ce que des services publics soient démocratiquement gérés, se substituent au monopole capitaliste. Et donc, les travailleurs vont défendre cette nationalisation. La Fédération des travailleurs du chemin de fer, qui est très puissante à l'époque, dont le secrétaire est Bidet-Garay, publie un rapport très intéressant en 1919 pour promouvoir un très ambitieux projet de nationalisation pour rationaliser le train, le moderniser, garantir des prix bas pour les voyageurs, tout en réfléchissant à une bonne coordination entre les moyens de transport. Donc voilà son rapport, il insiste bien, on est dans un système à ce moment-là où les coûts sont portés par le contribuable, mais où ce sont les actionnaires qui récupèrent les bénéfices, et donc il faut rééquilibrer. Il a un vrai souci de service public et de desserte du territoire. Donc la nationalisation, elle est centrale dans le discours cheminot, elle est au cœur de la grande grève de 1920, sévèrement réprimée, mais elle n'arrive pas. Projet qui est ensuite porté par le nouveau secrétaire de la Fédération des cheminots, Pierre Semard. Pierre Semard, c'est qui? Pierre Semard, c'était un cheminot, il avait été révoqué après les grèves de 1920, il était passé par le PC, on voit là son affiche électorale à la fin des années 20, il a donc fait des mandats politiques, mais il revient au syndicalisme dans les années 30. En attendant, au sommet de l'État, on reste sur l'ancien système, une nouvelle convention est même signée. Les compagnies continuent à s'endetter. Avec la crise, ça devient vraiment dramatique. En 1936, à la veille du Front populaire, le déficit accumulé des compagnies est de 34 milliards de francs, ce qui équivaut actuellement à 2 milliards d'euros actuels. Donc c'est énorme. Voilà le Front populaire. Au sein du gouvernement Blum, on pense à une possible nationalisation de type que celle qui est défendue par Semard et la CGT. Les relations sont d'ailleurs très cordiales entre Blum et Semard. Semard s'était engagé d'ailleurs en 1936 à ne pas mettre les cheminots en grève. Les cheminots n'ont pas fait grève en 1936 en l'échange du maintien des 40 heures, d'instauration des 40 heures et de la révocation des révoqués de 20.
Semar est au demeurant conseiller de la Seine. À ce moment-là, il fait un très très beau projet d'office public des transports dans le département de la Seine. Bon, si Semar par ailleurs est connu, je m'arrête un tout petit peu sur ce personnage, c'est pas parce que c'est un cheminot syndicaliste et communiste. S'il n'avait été que ça, évidemment, il n'y aurait pas eu la moitié, plein de rues autour des gares avec son nom. Mais c'est parce qu'il a été fusillé en 1942 par les Allemands avec d'autres syndicalistes. En fait, Vichy livrait des otages aux Allemands et quasi systématiquement étaient livrés des syndicalistes et des communistes qui ont été fusillés en 1942, dont Pierre Semar. Bon, alors retournons à 1937. En 1937, le gouvernement a changé. Blum est parti, le vent a tourné, c'est la pause dans les réformes. Chotan est président d'un conseil qui est ressenté à droite. Il a obtenu de l'Assemblée les pleins pouvoirs pour assurer l'équilibre du budget. Et c'est donc lui, par décret-loi, qui va lancer la nationalisation du train et donc la création de la SNCF. Ce qu'il fait sans la moindre concertation avec les fédérations des travailleurs, mais uniquement avec les représentants des compagnies. Et donc, la convention est signée le 31 août. Elle crée la SNCF, Société d'économie mixte, dans laquelle l'État détient la majorité du capital, 51% seulement. Il exerce par ailleurs, l'État, le contrôle sur le conseil d'administration dont il désigne les principaux membres. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est donc cette SNCF? C'est le rachat par l'État des dettes qui étaient les dettes des compagnies, dettes dont l'État hérite par voie de conséquence. Évidemment, ça met fin aux compagnies. Il n'y a plus qu'un seul réseau, la SNCF, avec rationalisation et des économies de gestion. L'État reprenait la main donc sur le réseau ferré. Les compagnies perdaient un pouvoir de décision. Cela dit, attention, les compagnies n'ont pas été expropriées et il n'y a pas eu de nationalisation. Elles gardaient toujours 49% du capital. Elles continuaient donc à toucher l'argent. Elles étaient par ailleurs indemnisées à hauteur de 695 millions de francs, alors qu'elles gardaient quand même une partie du capital et qu'on avait racheté leurs dettes. Et par ailleurs, elles se mettaient à prêter à l'État, donc en fait, elles endettaient encore plus l'État. Ce n'est en fait qu'en 1983, ce qui était prévu en 1937, que l'État devait tout récupérer. Donc il n'y a pas de nationalisation du fer en France avant 1983. Le problème aussi, c'est que cette nature hybride de la SNCF en 1937, elle imposait nécessairement de concilier service public et rentabilité, en l'absence, qui plus est, de politique de coordination des transports, qui n'avait pas été pensée par le gouvernement, alors que ça l'avait été par les syndicats cheminots. Par ailleurs, si l'État avait pris la main sur le CA, il ne la donnait pas aux représentants ouvriers. Les représentants ouvriers n'avaient que 4 sièges sur les 33 du conseil d'administration. Semar décide d'en occuper un, accepte plutôt d'en occuper un. Par ailleurs, il n'y avait pas non plus vraiment d'engagement sur les avantages sociaux. Qui plus est, à rebours de ce que promet le ministre dans l'extrait que Thomas Legrand veut bien nous faire écouter, les cheminots n'ont pas du tout eu tout de suite de statut unifié. En fait, il a fallu attendre 15 ans après la création de la SNCF pour qu'on unifie les statuts. Il a aussi fallu attendre 83 pour qu'à la SNCF, il y ait un comité d'entreprise, quand les autres entreprises en avaient à partir de 46. Bon. Face à ça, comment réagit le corps politique et les médias? Alors, le fait que, quand on voit dans la presse de droite, il n'y a pas vraiment d'opposition, ce qui montre que c'était quand même positif. À la une du Figaro, il y a juste mention, mais sans critique, de la création de la SNCF. Le journal de la SFIO, le Populaire, était plutôt satisfait. Alors c'est un peu moins net côté syndicats et communistes. En gros, la position des syndicats et des communistes, c'est que c'était évidemment mieux que la faillite et c'était évidemment mieux que de laisser les compagnies maîtresses du train. Pour autant, l'UMA insiste bien dans son article en une, mais l'État ne se réserve que 51% des actions. Donc ils ont bien conscience des limites. On a la même chose dans Le Peuple, l'organe de la CGT. Semar, qui a donc accepté de siéger au CA, va essayer de défendre la réforme. Il espère qu'en siégeant, il va pouvoir améliorer les choses. Il se défend d'ailleurs lors du congrès contre ceux qui le traitent un peu de traître, qui auraient profité de la place pour récupérer un joli portefeuille. Mais il insiste. On le voit dans l'extrait, la nationalisation, dit-il, reste à réaliser. La SNCF n'est qu'une étape dans la nationalisation. La faillite aurait été un recul certain. D'ailleurs, à ce moment-là, un grand nombre de syndicalistes détournent le sigle pour faire, donc de SNCF, sabotage de la nationalisation par le capital ferroviaire. Et de fait, les cheminots avaient raison de s'inquiéter. Le jour même de sa naissance, la SNCF annonce une hausse de 20% du tarif voyageur, le service du fret restant bradé, la disparition de 6000 km de petites lignes, une réduction des effectifs et une augmentation du temps de travail. C'est pourquoi les cheminots ont envisagé une journée nationale de protestation, non pas
comme le dit Thomas Legrand, au moment de la nationalisation, mais plus tard et en réaction à la fermeture des lignes et à tout ce que je viens de montrer. Ainsi, quand Thomas Legrand dit que les cheminots arc-boutés sur leurs privilèges se dressaient contre la nationalisation de 1937, ce n'est pas juste. En fait, leur position était plus complexe et elle était beaucoup plus logique finalement. Ils contestaient une nationalisation incomplète qui était malgré tout sacrifiée aux intérêts des compagnies ferroviaires et défendaient à cette époque, comme aujourd'hui, le service public. Vous connaissiez cette histoire dans le détail? Bien sûr, oui, mais pour tous les militants qui s'intéressent un peu au chemin de fer depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, on voit que la question de la dette, c'est un peu le fil rouge qui suit depuis la création des premiers chemins de fer, y compris par les compagnies privées, et comment elle préside absolument toutes les décisions politiques, y compris quand la décision nationalisée a été prise, et y compris aujourd'hui quand on parle donc de revenir un peu sur cette réforme, c'est encore une fois la question de la dette. Et c'est aussi quelque chose que souvent on reproche dans les médias, c'est que manque de temps ou pas, ou manque de volonté d'aller dans le fond des sujets, mais cette question de la dette, justement, quand on dit que ce n'est pas notre dette, celle des cheminots, il n'y a personne, enfin c'est très rare en tout cas que cette argumentation soit reprise et qu'on explique d'où vient cette dette. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne vient pas des cheminots en tout cas. Sur